Au conflit au Moyen-Orient maintenant, le président américain Donald Trump affirme qu'il ordonnera à l'armée de reporter des frappes visant des centrales et des infrastructures énergétiques en Iran, évoquant des échanges constructifs avec Téhéran. L'agence iranienne Fars News Agency conteste toutefois cette version, citant une source selon laquelle il n'y a eu aucune communication directe avec les États-Unis, ni même par intermédiaire. Entre-temps, en entrevue dimanche à l'émission Face the Nation de CBS, le secrétaire général de l'OTAN a fermement défendu l'approche militaire du président américain, affirmant que celui-ci cherche, et je cite, à rendre le monde plus sûr. Mark Rutte ajoute qu'il s'attend à ce que les alliés de l'OTAN se rangent derrière Washington. On peut l'écouter. The good news is this, that since Thursday, 22 countries, most of them NATO, but also Japan, Korea, Australia, New Zealand, Bahrain, the UAE, have come together to basically answer three questions. What do we need? When do we need it? And where do we need it? These three questions are now worked through to answer the President's call to make sure that we secure the free sailing through the Strait of Hormuz. Pour mieux comprendre comment ces développements sont perçus en Europe, je reçois Pascal Confavreux, porte-parole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Confavreux, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, vous avez entendu justement les propos du secrétaire général de l'OTAN. Comment la France réagit-elle à la fois à l'appel à l'aide du président américain, mais aussi à l'appui exprimé par Mark Rutte? Notre position, elle est très claire dans cette situation. Elle est premièrement, de venir en soutien à nos ressortissants. Deuxièmement, de venir en soutien à nos alliés dans la région. Nous avons des partenariats de défense, notamment avec les Émirats arabes unis, avec le Qatar, pour ne citer que. Et puis, enfin, d'aller vers, effectivement, l'exercice d'une liberté de navigation dans la région. Parce que, évidemment, ce qui est en jeu, c'est l'économie mondiale, nos économies françaises, européennes. Ce que nous, ensuite, nous avons dit, c'est que notre position elle est strictement défensive. Il n'est pas question pour nous d'aller opérer, le président de la République l'a ainsi dit, d'aller opérer une opération de vive force, de libération du détroit. C'est une fois que le moment le plus important de bombardement et de la guerre sera derrière nous, que nous pourrons prendre la responsabilité avec les États, notamment européens ou de la région, pour faire cette escorte militaire de bateaux civils. Et donc, concrètement, quelle pourrait être la contribution de la France aux efforts américains au Moyen-Orient? Ou est-ce qu'il faut vraiment voir la fin des hostilités? Nous appelons à la désescalade de manière très claire. Nous sommes en protection et en soutien avec nos partenaires locaux, mais nous avons aussi toujours dit qu'il ne s'agissait pas de notre guerre. Nous ne l'avons pas souhaité et encore une fois, elle a été déclenchée en dehors du droit international, ce que nous ne pouvions pas approuver. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus quel est le responsable premier de cette situation. Et le responsable premier de cette situation, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui a mené une politique de déstabilisation, qui a voulu obtenir la bombe nucléaire. C'est l'Iran qui a développé un important programme de missiles balistiques et, a activé un réseau de proxys régionaux. Et d'autant plus maintenant, après la violence d'État qui s'est abattue sur son peuple en début d'année, eh bien, l'Iran doit adopter un changement de posture majeur, non seulement cesser ses tirs sur les partenaires, sur nos partenaires et sur ses voisins régionaux, et puis en réalité entrer dans une désescalade désormais. Pour revenir aux propos du président américain, Donald Trump reproche aux alliés européens de ne pas vouloir sécuriser le détroit d'Ormuz. Il affirme que sans les États-Unis, l'OTAN n'est qu'un tigre de papier. Il est même allé jusqu'à traiter ses alliés de l'OTAN de lâches. Quelle est la réponse de la France à ces critiques? La réponse, c'est que nous sommes une nation fiable pour ses alliés et extrêmement présente. Encore une fois, vous savez que nous avons envoyé notre porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale. Nous avons 2 porte-hélicoptères qui sont au large également de la Méditerranée orientale, et puis 6 frégates qui sont dans la région et notamment qui font partie prenante de l'opération Aspides, qui est une opération européenne qui assure la liberté de navigation en mer Rouge. Mais notre position, et il faut aussi le redire, est une position essentiellement
défensive. Défensive parce qu'elle est là pour défendre nos alliés, défendre nos ressortissants. Nous ne sommes pas partie prenante dans cette guerre. Mark Rutte, pour sa part, s'est montré prudent dans ses critiques envers les dirigeants européens, tout en affirmant que Donald Trump mène cette guerre pour rendre le monde plus sûr. Comment est-ce que vous interprétez aujourd'hui la position de M. Rutte face au président américain? Je ne vais pas faire de commentaires, disons, sur l'OTAN. Ce qui, nous, est important, c'est que cette désescalade, elle intervienne le plus rapidement possible. Parce que les risques de déstabilisation, ils sont majeurs. Ils sont majeurs en termes économiques, on le voit sur l'économie mondiale. Ils sont aussi majeurs pour les États de la région, et je pense notamment au Liban, vous savez, pour lequel, évidemment, la France a une attention particulière, avec cette faute majeure qui a été prise par le Hezbollah de vouloir entraîner le Liban dans une guerre qu'il n'a pas voulu en décidant d'attaquer Israël. Hier, en fin de semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot était à la fois au Liban puis en Israël pour essayer de trouver une issue à cette escalade. Enfin, sur un autre sujet, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a récemment évoqué la possibilité que le Canada rejoigne un jour l'Union européenne. Le premier ministre Mark Carney a pour l'instant du moins rejeté cette éventualité, préférant s'en tenir à des accords de partenariat avec l'Union européenne et ses États membres. Jusqu'à quel point cette perspective, celle de voir le Canada devenir le 28e pays membre de l'Union européenne, est-elle vraiment prise au sérieux à Paris? Je crois qu'il fallait voir le contexte de cette prise de parole qui était à Berlin avec son homologue Wadful. Et qu'est-ce qu'il disait, le ministre Jean-Noël Barrot et son homologue Johan Wadful? Il disait que l'Europe a en réalité trop souvent peu conscience de sa capacité à délivrer pour sa population et trop peu conscience de sa capacité d'attraction. En réalité, il y a 9 pays qui sont officiellement candidats pour rejoindre l'Union européenne. Donc voilà, c'était ça ce qu'il voulait dire. Et on a effectivement une Union européenne qui est un mastodonte en termes économiques, qui est de plus en plus un poids géostratégique mondial, et puis qui a été capable de créer un espace de liberté d'expression, un espace de protection de ses citoyens, un espace de protection aussi des données privées, par exemple, du DSA, du DMA. Et c'est l'ensemble de ces éléments qu'il fait bon, parfois, de se rappeler aussi entre nous quand l'Union européenne peut parfois être attaquée sur la scène internationale. Pascal Confraveux, porte-parole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. On va devoir s'arrêter là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Merci.